première question, c'est est-ce que vous avez entendu parler de cet appel à une constitution écologique lancé par 4 assos écolos de jeunes? Oui, j'ai entendu parler de cet appel et j'ai discuté avec quelques-uns des initiateurs, initiatrices, donc c'est très bien. C'est très bien que, évidemment, les jeunes se mobilisent sur ces questions si importantes que sont le défi climatique, les questions écologiques. Donc c'est évidemment fondamental que cette génération qui arrive intègre ces problématiques et revendique de l'action sur ces thématiques-là. Et ambitieux. Oui, et tant mieux, parce qu'il faut de l'ambition, on voit ce que les scientifiques nous disent sur l'urgence d'accélérer la lutte contre les réchauffements climatiques, la lutte pour la préservation de la biodiversité. On voit qu'on est face au pied du mur, face à des défis gigantesques, et la seule solution, c'est d'être ambitieux dans la réponse. Donc là, effectivement, on a un appel très ambitieux. Maintenant, il faut voir comment concilier cette ambition avec ce qui est possible de faire, et d'obtenir comme majorité pour faire voter un changement de constitution. C'est des questions qui sont importantes, sur lesquelles il faut avoir une grande assise politique, et donc un appel ambitieux avec une loi et une loi constitutionnelle ambitieuse également. Mais il faut concilier tout ça. Justement, la réforme constitutionnelle qui était prévue début d'année scolaire est probablement reportée à début d'année calendaire, début 2019. Donc ça va revenir très vite sur le métier à tisser. Hein. Dans l'appel lancé par les 4 assos, il y a l'idée d'amender l'article 1 en y ajoutant les mentions écologiques et solidaires. La République est une, indivisible, laïque, sociale, écologique et solidaire. Le fait de le mettre à l'article 1er, ça veut dire que ça prévaut sur la liberté d'entreprendre. Et c'est justement tout le constat de ces associations, des experts, climatologues, philosophes, écologues, qui disent que là, c'est une opportunité pour changer le logiciel. C'est-à-dire que la croissance à tout va, c'est pas possible. Donc vous faites partie d'une majorité qui est la République En Marche, où pour l'instant les décisions sont plutôt prises en direction d'une croissance pour favoriser l'emploi, etc. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir, vous, cet appel en l'état? La réforme est pour l'instant sur pause, mais elle va reprendre dans les prochains mois, donc ça c'est important. On a fait à l'Assemblée nationale une partie du travail, qui était d'effectivement changer la rédaction de l'article 1 de la Constitution. Donc ça, on a obtenu le vote de l'Assemblée nationale là-dessus. Maintenant, il restera à obtenir le vote conforme au Sénat. Donc on a, là aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument qu'on soit sur les mêmes rédactions à l'Assemblée et au Sénat. Et donc il ne faut pas mésestimer l'importance de trouver aussi une majorité sur le nouvel article 1 au Sénat. Ce qu'on a obtenu en commission, puis en hémicycle, avant que la réforme soit stoppée. Mais on l'a obtenu, c'est très important. C'est qu'effectivement, il y ait référence dans l'article 1 à la lutte pour la préservation de la biodiversité, à la lutte pour le défi climatique, et donc d'intégrer ça dans l'article 1. Pas tout à fait au même endroit que ce qui est demandé dans l'appel, mais la rédaction sur laquelle on a réussi à converger est bien dans l'article 1. Donc ça va nous permettre effectivement de répondre à une des préoccupations de l'appel des 4 organisations, qui est de dire qu'il faut qu'on ait dans la Constitution et dans son article 1er la référence aux défis écologiques, climatiques, préservation de la biodiversité, pour avoir quelque chose à mettre en face de la liberté d'entreprendre, qui était déjà dans la Constitution via la Déclaration des droits de l'homme. Donc là, c'est pas tout à fait ce qui est demandé dans l'appel, mais je crois que malgré tout, c'est un bon compromis qui va nous permettre ensuite, quand seront proposées ou votées des lois contraires au climat ou à la préservation de la biodiversité, d'avoir les assises juridiques pour contester ces lois pour inconstitutionnalité. Sur l'autre point, sur la croissance, moi je ne mésestime pas le hiatus qu'il peut y avoir entre ceux qui pensent qu'il faut préserver la croissance à tout prix et les enjeux écologiques et climatiques qui sont derrière. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a sans doute une voie assez étroite, mais qu'il faut qu'on cherche à emprunter sur une croissance où tout ce qui est nuisible à l'environnement et à la préservation des équilibres diminue, et par contre où on continue à faire croître ce qui est bénéfique, les énergies renouvelables par exemple. Donc on a cette ligne de crête très difficile à trouver, mais sur laquelle je ne désespère pas qu'on puisse rester dans les prochaines semaines. Mais effectivement, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la croissance est l'indicateur sur lequel il faut baser toute espérance ou désespérance. Il faut rendre cette croissance compatible avec les enjeux écologiques.
Donc vous êtes plutôt de ceux qui pensent qu'un autre logiciel de pensée, où on remettrait un peu l'homme et la biodiversité au centre, serait à privilégier. Oui, je pense qu'il faut clairement réinventer ces notions de développement pour les rendre enfin compatibles avec le long terme, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas du tout. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à relever le défi climatique, eh bien on va perdre tout ce qui a de l'importance à nos yeux. L'économie, la solidarité, la santé, l'emploi, l'éducation, les équilibres internationaux, la paix, tout ça va être fracturé si jamais on n'arrive pas à résoudre et à relever le défi climatique. Donc oui, il faut trouver un nouveau mode de développement. Oui, ça passe par plus de solidarité. Oui, ça passe par une conception différente de la croissance économique, mais tout ça c'est compliqué, il faut arriver à le faire, en plus très rapidement, mais je crois que malgré tout on a un petit pourcentage de chances d'y arriver, il faut absolument tout tenter pour arriver à relever ces défis. Alors vous êtes un élu national, mais avec un ancrage territorial, et fort heureusement il y a un tas de personnes, des citoyens, des entreprises, des collectivités qui n'ont pas attendu que la loi l'exige pour œuvrer à la transition écologique de manière globale. Non, mais d'abord, je pense qu'il faut agir plus à tous les niveaux. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent finalement c'est que par les territoires qu'on va y arriver. Non, non, il faut désespérer sur aucun niveau. L'action des citoyens, l'action des territoires, l'action nationale, l'action européenne, l'action mondiale, c'est tout ça qu'il faut activer comme levier, et c'est sur tous ces niveaux-là qu'il faut relever l'ambition. Donc surtout pas opposer les niveaux aux autres. Sur les territoires, on voit effectivement, moi sur ma circonscription, qui est un peu une petite France, à la fois une métropole dynamique et des territoires ruraux très importants, eh bien, on est en train de réinventer effectivement les circuits courts dans l'agriculture, l'alimentation plus meilleure pour la santé, plus durable. On est en train de réinventer également le développement des énergies renouvelables, à partir notamment de l'investissement citoyen. On est en train, même si c'est compliqué, d'essayer de relancer la rénovation énergétique, où là aussi on est très loin du rythme qu'il faudrait, etc., etc. Je crois que il y a cette mobilisation sur les territoires, elle est importante. La mobilisation citoyenne qu'on sent bien, hein, quand à la deuxième marche sur le climat à Angers, il y a 15 jours, on est plus de 300 ou 400 sur une ville comme Angers, c'est pas anecdotique. Il y a... Vous en étiez ? Oui, bien sûr que j'en étais, et bien sûr, moi ça fait 20 ans que je me bats pour le climat, je ne vais pas aujourd'hui arrêter d'aller aux manifestations sous prétexte que je suis un député de la majorité, et j'assume de faire tout mon possible jour et nuit ici pour faire avancer les sujets. Je ne gagne pas sur tout, mais j'ai un certain nombre de victoires, entre guillemets, ou de demi-victoires qu'on peut revendiquer sans aucun problème. Mais moi j'ai envie de continuer à être du côté des citoyens également, parce qu'aujourd'hui il y a des grandes ONG et associations qui ont fait leur travail, et qui continuent de le faire. Il y a une mobilisation citoyenne. Il y a des nouvelles associations, dont les 4 qui lancent aujourd'hui cet appel et qui ont des modes de fonctionnement un peu plus coup de poing, un peu plus innovants. Il y a la mobilisation aussi d'autres forces, notamment des syndicats ou d'autres acteurs organisés dans la société. Et donc je crois que c'est la somme de toutes ces mobilisations-là, peut-être aussi de prémices de mobilisation politique nouvelle, qui font qu'on est à un moment, à un carrefour. Et je crois qu'il y a dans toutes ces mobilisations une sorte d'espérance nouvelle, et donc il ne faut pas qu'on loupe ce petit créneau là des quelques semaines, quelques mois à venir, parce que je crois que la prise de conscience elle est généralisée. Il faut qu'on arrive à canaliser, à amplifier toute cette énergie, et en respectant chaque acteur bien sûr, mais là il y a une force nouvelle qui se monte sur l'écologie, il faut absolument la faire prospérer. Alors encore 2 questions. Allez-y. L'avant-dernière, c'est, vous l'avez dit, les citoyens sont saisis de ces sujets. Je vous entendais en off parler de solutions qui allaient être proposées pour la transition énergétique aux citoyens. Mais quand même, le gros du dérèglement climatique est lié à l'activité des entreprises. Et on n'en a pas trop parlé. Et on voit bien que Montagne d'Or, Total qui va aller certainement explorer au large de la Guyane, enfin, c'est eux qui font contrecarrer. Enfin, c'est à eux qu'il faut dire, peut-être, les gars, changement de logiciel. Bien sûr qu'il faut que les entreprises se responsabilisent. Bien sûr qu'il faut qu'un projet de forage pétrolier au large de la Guyane, comme le forage Total aujourd'hui, ça n'a aucun sens du point de vue ni écologique ni économique. Bien sûr. Mais c'est pas que les industriels, c'est pas que les industries. Parce que elles produisent des produits que nous consommons. Donc moi je voudrais bien que chacun ait en tête que la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est notre consommation, à chacun.
c'est changer un téléphone portable tous les ans plutôt que tous les 2 ans, comme le font beaucoup de citoyens, mais ça veut dire qu'on multiplie par 2 le bilan effet de serre du téléphone, etc. Donc, je crois qu'il faut que chacun se responsabilise et qu'on est dans ce moment où de toute façon, tout le monde doit faire plus que sa part. Les consommateurs, les collectivités, les industriels, les États, tout le monde doit faire plus que sa part. Et donc il faut accélérer, mais en évitant de se remettre les uns et les autres la faute sur les autres en disant c'est plutôt tel secteur qui consomme, c'est plutôt tel acteur qui a la responsabilité. On n'a plus le temps de jouer à ça, maintenant il faut que chacun accélère ses actions. Vous avez parfaitement raison. Et on voit bien, et nous-mêmes on essaie de faire notre part au quotidien. Mais j'insiste un tout petit peu parce que quand même, Coca, on l'a vu, Cache Investigation, ISUC, voilà, ils ont des solutions. La consigne, la bouteille en verre, mais ils continuent à produire du plastique. Donc certes, on peut arrêter de consommer du Coca et on invite tout le monde à le faire. Ouais. Mais il serait quand même vachement plus simple d'arrêter de proposer des choses qui sont... Oui, moi je crois que chez certains industriels, pas tous, là aussi il y a des industriels qui innovent, il y a des PME, il y a des grands groupes qui proposent des choses très intéressantes. Chez d'autres, il y a une part de cynisme. Il y a une part de cynisme économique. Et donc ça, il faut vraiment lutter contre ça. C'est très bien que les uns et les autres, les groupes de pression, les organisations non gouvernementales, les médias, etc., montrent et révèlent ce cynisme économique de certains. Là encore, je ne veux pas généraliser, mais quand on voit Monsanto payant des fausses fermes pilotes pour dire du bien des produits à base de glyphosate, c'est un scandale. Quand on voit un groupe comme Coca-Cola volontairement freiner sur le recyclage du plastique, ça demande explication, etc., etc. Donc, il ne faut surtout pas généraliser. On a des entreprises qui innovent, on a des entreprises qui sont prêtes à être leaders dans les secteurs de la transition écologique, sur les énergies renouvelables, sur l'éco-consommation, sur tout ça. On a ce génie industriel qui peut être mis au service de bonnes causes, mais il faut en même temps lutter contre les quelques entreprises, souvent très grandes, qui font preuve d'un cynisme économique assez déprimant quand on regarde les enjeux climatiques et écologiques. Bon, dernière question, quelles sont vos aspirations, ou plus simplement peut-être quels sont vos bonheurs à vous sur cette terre? C'est la question Miss France, hein. On l'a posée à tout le monde. Ouais, mes bonheurs, moi c'est d'être en famille, avec les amis, à se balader, voilà. Ça fait partie des bonheurs. Voilà. Après, ici à l'Assemblée, les bonheurs, c'est les victoires. Chaque amendement qui passe pour la transition écologique, chaque combat gagné, c'est ça qui me remet du carburant pour tous les jours où c'est difficile et il y en a plein. Je pensais à un carburant naturel. Du temps passé en famille, dehors, voilà, soit une petite randonnée le long d'une côte ou dans la montagne, soit un match de beach volley sur la plage en famille, et puis un pique-nique après dans la nature. Voilà, je crois que moi ça fait partie de mes petits bonheurs. À tel point qu'un de mes fils en CP, quand il avait eu, un jour il est revenu à la maison en disant « Oh là là papa, comment on vit ?» J'ai répondu faux à une question. La maîtresse avait demandé « C'est quoi un festin ?» Et tout le monde a répondu dans la classe, c'est un repas de roi, et moi j'étais le seul à répondre, c'est un pique-nique. Voilà, et donc ça résume assez ce que peut être le bonheur. Eh ben,